Au nord-est de la Colombie, aux confins du Venezuela, une riche région d'élevage et d'agriculture où tout pousse, bananes, fruits juteux et un excellent cacao qui s'exporte. Mais les paysans qui l'ont colonisé dans les années 60 ont été rattrapés et souvent expulsés par une multinationale pétrolière occidentale, dite Oxy, qui a découvert de formidables gisements dans le champ de Caño Limón. Nous sommes dans la région de Caño Limón, la région de Oxy, la zone d'influence d'une multinationale. Et regardez comment sont les maisons et tout ce qu'il y a autour. Quand on prend cette route, on ne voit que des trous. Le département d'Arauca va très mal. Il va mal parce que plein d'argent circule, plein de royalties. Et on ne voit ni croissance, ni réduction de la misère. Mais la guérilla de l'ELN se bat contre la compagnie pétrolière? Ah non, je ne sais rien. Je ne suis au courant de rien. Étrange réaction alors que le léoduc qui traverse la région a encore été dynamité la veille par la guérilla de l'ELN et que la multinationale américaine vit sous haute protection de l'armée colombienne. L'Armée de libération nationale, ELN, n'est pas bien loin. Elle aurait déjà perpétré plus de 1500 attentats contre les installations de la multinationale depuis son arrivée, il y a 35 ans, et kidnappé contre rançon de nombreux employés. Ici, certains la surnomment la pétro-guérilla. Nous, le Front Domingo Laín, nous sommes nés ici dans le département d'Arauca le 14 septembre 1980. La population d'Arauca voit qu'on lutte pour le bien-être social et c'est pour ça que le peuple nous aide. Difficile de comprendre pourquoi ces guérilleros continuent leurs attaques alors que des représentants de l'ELN et du gouvernement colombien ont entamé fin 2016 des pourparlers hébergés à Quito, en Équateur. En La Yuca, complejo petrolero de Caño Limón, departamento de Arauca, unidades del Frente de Guerra Oriental ramplean base del ejército que cuida y hace parte del anillo de seguridad. Nous devions nous rendre dans l'un des campements rebelles, mais les combats et attentats nous en ont interdit l'accès. Ce sont donc leurs images, leurs versions. Depuis les années 80, l'exploitation des richesses de notre département d'Arauca a commencé sans qu'il n'y ait aucun investissement social ici. Nous, le Front Domingo Laín et tout le Front de guerre orientale, nous constatons que les politiques pétrolières des multinationales ne génèrent dans ce département que faim, violence et exploitation. On dit qu'après les attaques en Colombie, les guérilleros de ce front vont souvent se réfugier de l'autre côté, au Venezuela, où ils disposeraient de vastes campements. Environ 500 combattants opèrent dans cette région sur ce que l'ELN appelle un front de guerre. Au total, on en décompte 5 sur le territoire colombien, avec probablement entre 2005 et 3000 hommes en armes. Plus modeste que la guérilla des FARC, qui vient de se démobiliser, l'ELN est réputé plus radical, mais aussi plus ancré dans la population. Nous sommes tous d'ici, de l'Arauca. Il n'y a pas de gens venus d'ailleurs. Nous sommes nés et nous avons grandi ici. Toute la population de l'Arauca nous connaît et connaît les troupes. Alors il y a une certaine familiarité. Tandis que l'ELN attaque les pétroliers, des paysans expulsés par la multinationale Oxy il y a 25 ans ont décidé de revenir sur leurs terres au beau milieu du champ pétrolifère de Caño Limón.
Parmi les 175 familles déplacées alors, celle de Dixon. Je suis né en 91, le 11 janvier 1991. Le jour où je suis né, mon père était en prison parce que la compagnie pétrolière, en complicité avec les forces de l'ordre, l'avait emmené en prison. Devenu adulte, Dixon a pris la tête du mouvement de récupération des terres. La police débarque souvent sans mandat. Dernier affrontement en date, 5 blessés à balles réelles, dont 2 de ses cousins. La police nationale, pour moi qui suis un leader social, se comporte comme des mercenaires à la solde d'une multinationale étrangère. Elle aide le gouvernement à nous déplacer de nos territoires, nous, les paysans, pour exploiter librement le pétrole et nos richesses. Et nous, les paysans de Colombie, on est passé de pauvres à misérables. Voilà ce qui produit le déplacement des paysans en Colombie. Soi-disant le progrès du monde, le liquide précieux, l'or noir. Au-delà des expulsions, les multinationales pétrolières comme Oxy sont accusées par de grandes ONG de recourir au service de milices paramilitaires pour les débarrasser de paysans et syndicalistes réfractaires. De toute façon, on ne savait plus où aller. On va se faire tuer ici. On n'a pas d'autre option. Ici en Colombie, le problème, ce n'est pas la guérilla. Ici en Colombie, le problème, ce sont les inégalités. Et si les guérillas de Colombie se rendent, les paramilitaires vont nous exterminer, nous, les paysans. Rendez-vous compte, les FARC se sont rendus et le gouvernement n'a pas tenu ses engagements. Alors ce n'est vraiment pas une solution que la guérilla se rende, parce que les accords ne sont pas respectés. Depuis que les FARC se sont démobilisés, plus de 100 leaders paysans et indiens ont été assassinés. Les groupes paramilitaires prennent le contrôle des zones abandonnées par la guérilla et le gouvernement tarde à faire les réformes et investissements promis. Non loin de là, une petite ville, Saravena, créée par des générations de paysans déplacés par la violence depuis les années 60. Dans une école publique, on donne aussi des cours en lien avec les négociations de paix. Les élèves sont des leaders populaires, paysans ou urbains, et le fondateur est un ancien commandant de l'ELN, Carlos Arturo Velandia, alias Felipe Torres, qui a passé 20 ans dans les maquis et 10 en prison. Je suis révolutionnaire, proche de l'ELN par conviction. J'ai aidé à la construction de l'armée de libération nationale. Je connais la région d'Arauca parce que j'ai marché partout ici, de la montagne aux plaines jusqu'au Venezuela. Pendant 10 ans, j'ai été le représentant de l'ELN dans les dialogues de paix. Et je suis arrivé à la conclusion que la guerre est épuisée comme mécanisme pour accéder au pouvoir et obtenir de grandes transformations. Les membres de l'ELN disent que les FARC ont été trompés. Ils disent qu'ils ne veulent pas répéter ce même processus. Au final, l'ELN se reflète dans le miroir des FARC. On dit que l'ELN exerce toujours une grande influence sur la ville où elle compte de très nombreux miliciens civils et un solide appui dans la population. Et pour cause. Il semble que l'État est davantage investi dans la police que dans le développement des services élémentaires. Au début,
Les communautés du village de Saravena se sont réunies et elles ont vu qu'elles avaient besoin d'eau potable. Alors, les gens se réunissaient par quartier et ils creusaient eux-mêmes. Il n'y a pas beaucoup d'endroits comme ça où les communautés se réunissent pour travailler ensemble et résoudre elles-mêmes leurs problèmes. Depuis bien longtemps, la population s'est organisée seule, créant une coopérative de transport, une radio et surtout sa propre compagnie des eaux et de l'assainissement. Des entreprises autogérées, réputées offrir des services moins onéreux et de meilleure qualité. Nous sommes des mères isolées et nous sommes prioritaires pour des emplois dans notre entreprise. C'est une grande aide pour nous. Grâce à cette entreprise, nous pouvons payer des études à nos enfants, aller de l'avant. On fait ça pour ne pas dépendre de l'État, qui a toujours voulu nous soumettre. Les grèves et mobilisations contre le gouvernement sont fréquentes et la répression féroce. Sur les murs de Saravena, les portraits de dirigeants populaires assassinés. Parmi eux, 4 travailleurs de l'entreprise communautaire. Sur la plaque de commémoration, l'État colombien est directement incriminé. D'un côté, nous sommes abandonnés par l'État, parce qu'il n'y a aucun type d'investissement. Et de l'autre côté, comme l'action communale et le mouvement social sont très forts ici, ils ont commencé à nous stigmatiser, à nous associer à la guérilla pour détruire le tissu social, compromettre ses leaders, les emprisonner, les assassiner. Certains ont dû fuir pour échapper à tout ça. L'influence de l'ELN est lisible partout dans la ville. La figure de Camilo Torres, prêtre mort dans la guérilla, est omniprésente. Pour les 52 ans de sa mort, les travailleurs se retrouvent autour d'une projection débat. En synthèse, le film raconte l'histoire de ce prêtre opposé à sa hiérarchie, qu'il jugeait trop proche de l'oligarchie. Éduqué en Colombie, puis en Belgique, Camilo devient aumônier de l'Université nationale de Bogota, puis leader d'un vaste mouvement populaire, le Front Uni. Il faut plutôt demander à l'oligarchie comment est-ce qu'elle va donner le pouvoir. Si elle va le donner d'une façon pacifique, je crois que nous allons le prendre d'une façon pacifique. Mais s'il va le donner d'une façon que violente, alors nous allons le prendre d'une façon violente. Bientôt, il rejoint l'ELN, fondé 2 ans plus tôt. Il mourra à son premier combat en 1966 et deviendra une icône révolutionnaire. Après la projection, un prêtre en exercice inscrit l'héritage de Camilo dans le contexte des négociations de paix en Colombie. Alors nous, on ne doit pas abandonner la lutte en disant « ça y est, c'est la paix », parce qu'ils vont nous mettre le couteau sous la gorge. Camilo nous enseigne beaucoup de choses qui sont vraies. Il nous enseigne à lutter pour les gens les plus pauvres. De nombreux leaders menacés ont rejoint les files de la guérilla sur les traces de Camilo. Et sa figure a profondément marqué l'histoire de l'ELN. J'avais rencontré un front de l'ELN dans les années 80, lors des tout premiers pourparlers entre cette guérilla et le gouvernement. Ces images rappellent aujourd'hui le caractère particulier d'une guérilla castriste qui a toujours entretenu de drôles de liens avec le catholicisme. Nous avons choisi l'armée de libération nationale, où avait milité le père Camilo Torres, où il avait trouvé la mort. Nous pensions que c'était la meilleure preuve de la possibilité pour nous
de vivre de nouveau l'incarnation entre les exploités, bien sûr, au sein de la guérilla, de la lutte armée, en accompagnant la lutte de libération de tout le peuple colombien. Le ELN était alors très imprégné par la théologie de la libération, une doctrine née en Colombie en 1968, défendant une église des pauvres. L'un de ses apôtres, le curé espagnol Manuel Pérez, a dirigé le ELN pendant plus de 25 ans. Personne ne veut de violence ici. Tout le monde veut la paix. Mais la paix, bien sûr, passe par la défense de la vie. La première violence, c'est qu'il y ait des milliers et des milliers d'enfants qui meurent de faim. La seconde, c'est la violence de l'armée qui massacre sans discrimination. La troisième forme de violence, c'est la guerre sale menée par les groupes paramilitaires qui tuent dans l'impunité. Défendre la vie, chercher la libération, voilà précisément le chemin montré par l'Évangile. Des thèses qui, pendant de longues années, ont convaincu des prêtres engagés auprès des pauvres de rejoindre le ELN. Le ELN a toujours opposé sa conception d'une église des pauvres à l'église des riches, liée au pouvoir et à l'armée. Le curé de Saravena, lié quant à lui à la hiérarchie traditionnelle, a vécu au milieu de ces contradictions. Quand j'ai fait mes études au séminaire majeur de Bogota, dans les années 80, la théologie de la libération faisait fureur. Mais il y avait aussi la position du Saint-Siège. La vraie théologie de la libération, c'est de rendre social et réel l'Évangile en respectant la vie. Et tout ça n'a rien à voir avec des gens comme Camilo Torres, qui est entré dans l'ELN et qui est devenu l'un de leurs chefs, ou comme Domingo Laín, ou encore le curé Pérez. Ces contradictions avaient pris une tournure violente. À l'entrée de l'église du père Teodoro, le portrait d'un évêque assassiné par le ELN il y a quelques années, tout comme 3 autres prêtres de l'Arauca. Mais ce temps des curés rouges semble révolu. La direction de l'ELN a profité d'une visite du pape François en Colombie pour annoncer un petit miracle. La guerriglia, siano i paramilitari, siano quelli di là, e anche la corruzione tante volte nel paese, hanno fatto peccati brutti che hanno provocato questa malattia dell'odio. Ma ci sono passi che danno speranza, passi nel negoziato, ma l'ultimo, il cessato del fuoco del ELN, ma lo ringrazio tanto. Et le père Teodoro s'est retrouvé dans une commission de l'Église chargée d'évaluer le cessez-le-feu de 109 jours annoncé par le pape. L'ELN n'avait jamais signé de cessez-le-feu ni d'accord écrit jusqu'à présent. Et cela a été très productif. Il n'y a eu ni violence, ni blocage, ni mobilisation, ni dynamitage d'oléoduc, ni incendie de voitures. Cela a été très positif, un véritable succès. Et on espère que ça va recommencer. Au terme du cessez-le-feu, le front Domingo Laín a repris ses attentats avec, dès le lendemain, 6 dynamitages de l'oléoduc et 4 attaques contre des bases militaires. Le ELN parle de paix depuis 1964. L'organisation a toujours été en faveur d'un dialogue. Mais tant que le gouvernement ne respectera pas les engagements qu'il a pris envers le peuple, en réponse à ses luttes et mobilisations, et tant qu'il ne donnera pas de réponse à nos demandes, nous continuerons nos actions violentes contre les multinationales.
Autant dire que l'ELN continuera à parler de paix en faisant la guerre. Car dans sa logique, c'est au gouvernement de faire le premier pas en révisant sa politique pétrolière et en opérant les investissements sociaux promis. La population semble prise en étau entre un gouvernement qui l'ignore, une armée qui la réprime, une multinationale qui contamine et une guérilla qui n'arrange rien. La guérilla a dynamité et fait exploser l'oléoduc. Et le résultat, c'est que la terre est contaminée. Voilà, c'est du pétrole concentré. À un certain moment, on a eu l'occasion de parler avec l'ELN et on a protesté. On leur a demandé pourquoi ils commettent ce genre d'action. Le pétrole, comme disent nos anciens, est le sang de la terre, de notre mère. Le pétrole, d'après la vision que nous avons, nous le peuple Uwa, n'aurait jamais dû être touché. Nos anciens disent qu'on n'aurait jamais dû y mettre un prix, ni le mettre en vente. Et cela a causé plus de dommages et de préjudices que ce soi-disant développement. Il y a quelques années, le peuple Uwa avait menacé d'un suicide collectif si les compagnies pétrolières entraient sur son territoire. Du côté du fleuve, on se lasse aussi. Même si cette fois, la nappe de pétrole déversée après le dynamitage de la veille est passée un peu plus loin. Ça nous affecte toujours, parce que quand on va pêcher, les filets s'abîment. Le pétrole abîme les filets, les barques, les moteurs, tout. Hier et aujourd'hui, on n'a pas pu bouger. C'est ça, regarde. Tout ce qui est noir, là. Et avec toutes les plateformes de pétrole, la pêche a diminué. Et les compagnies pétrolières ont toujours asséché les meilleures rivières. Celles qui donnaient le plus de poissons sont bouchées, là où on trouvait le meilleur poisson, autour de Caño Limón. Il faut demander au gouvernement central de faire la paix, d'avancer sur le processus de paix. S'il y avait la paix, les fuites de pétrole cesseraient ici. C'est ça qu'on espère. À Saravena, la mairie elle-même très à droite rêve d'une reprise des négociations, interrompues après les derniers dynamitages. Saravena est l'une des municipalités qui a le plus souffert du conflit. Alors les négociations sont les bienvenues. Nous espérons que le gouvernement reprendra les négociations de paix avec l'ELN. C'est bien sur une paix possible que parie l'ancien commandant de l'ELN, Carlos Velandia. Son école, créée pendant le cessez-le-feu, forme les leaders indiens, pêcheurs ou paysans, à travailler sur la gestion de futurs territoires de paix, libres de guérillas et d'armées. Lui-même était étudiant quand il est entré à l'ELN. Je défends la thèse que la Colombie a besoin d'une révolution. Je ne crois plus à la guerre. Je crois que la guerre nous encombre. Je crois que la Colombie est prise au piège de la guerre. Et je veux aider à sortir de la guerre. Parce que les thèses de l'ELN peuvent parfaitement être défendues dans une démocratie élargie. Et c'est à ça que je travaille, élargir la démocratie. Ces enfants grandiront peut-être dans une région délestée de conflits et de violences, car l'ELN vient d'entamer son 5e cycle de pourparlers avec le gouvernement.